Salut à tous. J'étais en train de faire mon petit tour de jardin avant de partir, parce qu'aujourd'hui justement je vais vous emmener à la ferme de Cagnols à Saint-Amand-de-Belvès, à 35 km de chez moi. C'est là-bas c'est dans cette ferme que j'ai fait mon stage en maraîchage sol vivant. Donc j'espère que ça vous fera comprendre les principes du sol vivant et donc de la matière organique qu'on met sur les parcelles. Je te laisse ça parce que le chien, si je pars, il va vouloir visiter le potager. Voilà, donc ça vous permettra de voir à peu près un mololou. T'es sage, hein? Ok. Ça vous permettra de voir à peu près justement le principe, quoi. Voilà, donc je prends les clés de la voiture, mon sac, je mets la tablette dedans et c'est parti. Salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo de la ferme de Cagnols où j'avais fait mon stage en maraîchage sol vivant. Et donc aujourd'hui, on est chez le chef qui s'appelle Benoît. Salut Benoît. Bonjour William. Alors, toi ta ferme est un peu spéciale parce que depuis que tu es là, ça doit faire quelque chose comme 10 ans il me semble. Tu es en maraîchage sol vivant. Oui, c'est ça. Donc moi je suis arrivé il y a 10 ans, j'ai commencé à planter un peu des arbres, mais le côté maraîchage, on a développé ça surtout depuis bien 5 ans. Oui, parce que toi tu as commencé, quand tu es arrivé à la ferme, à planter apparemment des noyers, c'est ça? Oui, on a planté pas mal de noyers, on a planté 400 noyers sur 5 hectares. On a commencé à planter un verger, une truffière, mais au fur et à mesure des années, on a planté chaque année des espèces fruitières en plus. Et il y a quelques années, là, il y a 3 ans, on a transformé en fait toute la noyeraie qui était en fait des arbres plantés individuellement en mode traditionnel, et on a transformé en fait ces arbres isolés en haies fruitières diversifiées. C'est-à-dire qu'on est venu implanter dans la noyeraie 3000 petits arbustes qui forment maintenant un continuum végétal entre les différents arbres. On peut dire que c'est un peu ce que maintenant on voit partout, l'agroforesterie. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on est parti au début sur la ferme à planter des arbres. On a mis sur les 13 hectares de la ferme, on a dû planter 4000 arbres. Et maintenant, ça fait depuis 5-6 ans qu'on s'est mis à faire du maraîchage entre les arbres. Du coup, de l'agroforesterie, quoi. Alors moi, je suis venu à la ferme faire mon stage en mars, parce que en cherchant un petit peu, j'avais vu les vidéos de maraîchage sol vivant. Et est-ce que toi, tu as copié un principe, tu as décidé de faire ça comment, pourquoi quel est le principe du maraîchage sol vivant, enfin dans ta ferme en tous les cas? Alors après, dans le maraîchage sol vivant, un petit peu, chacun adapte les techniques à sa sensibilité, à son contexte, et à ce qui lui plaît. C'est-à-dire, c'est pas un truc clé en main où tout le monde fait la même chose, mais le principe de base, peut-être ce qu'on a en commun, c'est de considérer en fait le sol comme un écosystème, comme quelque chose de vivant, comme une machine biologique. Et l'idée, c'est que si cette machine biologique fonctionne bien, eh ben, on va pas avoir de problème à faire pousser des légumes dessus. Et ça se base un petit peu sur l'observation d'écosystèmes naturels comme une forêt ou une prairie, où finalement, sans intervention de l'homme, chaque année, ça pousse et ça pousse très bien. Et donc on va essayer de copier des écosystèmes naturels. Toute la difficulté, c'est comment je fais pour cultiver des légumes tout en respectant les lois naturelles, quoi. D'accord. Le principe de mettre du carbone, de faire rentrer du carbone dans le sol, est un bon principe alors donc.
Alors là, ce qui se passe dès qu'on cultive la terre, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va travailler les sols, les mettre à nu, et en fait, du coup, ben, ça bouleverse en fait tout l'écosystème sol, parce que ben, du coup, il y a du soleil qui arrive et il y a plein de bêtes dans le sol qui sont pas du tout adaptées à voir les UV. Et d'un autre côté, on apporte de l'oxygène et du coup, ça bouleverse tout le milieu. Et d'un autre côté, le fait de travailler les sols aussi, ça fait qu'il n'y a plus à manger en fait pour cette machine biologique. Cette machine biologique mange du carbone, et c'est pour ça que dans tous les itinéraires, on va s'appliquer à toujours avoir du carbone en surface pour nourrir notre sol. Et même là, quand on bâche, et ben finalement, sous la bâche, on va avoir de la matière organique carbonée qui va servir d'alimentation à toute la faune du sol. D'accord, donc ça pourrait se concrétiser pour un jardin, par exemple comme le mien, où moi je mets de la paille, c'est pratiquement aussi bien que mettre du bois. Dire le bois c'est un peu plus carboné, puis évidemment c'est un C/N bien plus élevé, mais en fin de compte le principe est le même, quoi, de toute façon. Oui, c'est ça. Quand on habite en Asie, souvent on mange du riz. Quand on habite en Italie, on mange des pâtes. Et quand on est au Mexique, on mange du maïs. Mais bon, ça donne... c'est des hydrates de carbone et ça donne de l'énergie à chacun pour faire ce qu'il a à faire dans sa journée. On est impressionné par le... Alors là, bon, c'est bâché, mais si on ira tout à l'heure voir d'autres parcelles, on voit qu'il y a un stock, mais vraiment une épaisseur de broyat de bois sur ton sol, c'est vraiment phénoménal, quoi. C'est intéressant de savoir est-ce qu'il y a une limite à la quantité de matière organique qu'on peut apporter au sol. Puisque finalement, on sait que notre sol, il a besoin de manger du carbone. Donc si on lui en donne un peu, on voit que ça va bien. Et ben, là, c'était un petit peu à titre expérimental de voir est-ce qu'il y a une limite. Et sans doute qu'il y a une limite, mais là, on en a mis beaucoup et apparemment, on n'a pas encore atteint la limite, quoi. De toute façon, ça met X années, à un moment donné, ça se décompose. Il y a des insectes décomposeurs qui mangent tout ça, et tu remets une couche régulièrement de broyat de bois. On pourrait faire la même chose avec la paille, hein, c'est toujours pareil, ou autre chose, hein, tout ce qui est un petit peu carboné. Mais toi, tu remets, t'as des dates, tu dis tiens, tous les 2 ans, je remets tant de centimètres d'épaisseur de broyat, ou quelque chose comme ça, ou pas du tout? Au début, on est parti, en fait, là, sur la ferme. Au début, quand on a récupéré les terres, on avait les sols sont peu profonds, c'est très argileux, et avec des taux de matière organique très bas, donc c'était des sols vraiment pas du tout fertiles, quoi. Ça, c'est d'où on part. Et donc là, on a apporté d'énormes quantités de matière organique, et là, on voit que les sols sont en train de changer, et sont en train de devenir fertiles, voire très fertiles. Et donc, tant qu'on était dans une logique d'augmenter la fertilité, on en mettait beaucoup, et maintenant, sur les endroits où ça pousse bien, on est en train de se calmer, se dire maintenant on va essayer juste de faire en sorte de pailler nos cultures, et le but c'est plus d'apporter des quantités énormes pour augmenter la fertilité du sol, quoi. Le principe il est aussi de désherber avec les bâches. Ouais, après la bâche, c'est des outils qui sont très utiles pour les maraîchers, pour éviter de passer du temps à désherber, quoi. Et après aussi, ce qu'on voit nous, c'est que sur de la patate douce ou des potimarrons, et ben les plantes, elles aiment, en fait, elles se trouvent assez bien sur la bâche. Elles aiment bien la chaleur, et la bâche apporte aussi de la chaleur. Donc on va avoir un effet un petit peu protection du sol, de garder l'humide, mais un effet désherbage, et aussi un effet création d'un microclimat favorable à des plantes qui aiment la chaleur. D'accord. Alors parce que là on voit c'est de la bâche tissée. Alors toi évidemment, hein, comme tu as 13 hectares, c'est pas comme dans mon jardin. Toi quand on voit le bout là-bas, sur le bout de mon doigt, ça doit faire quelque chose comme 45-50 mètres, je pense. Oui, c'est ça. Là, donc c'est 50 mètres de bâche sur 5 mètres de large. Ouais, celle-là elle fait 5 mètres. Ouais. Ça commence à faire une belle surface, remplie de patates douces. Alors ça, c'est ton itinéraire. Les plantes, toi, de toute façon, c'est pas le problème de savoir si tu les achètes ou pas, ou si tu les fais toi-même. Je sais que tu fais beaucoup de choses toi-même déjà, ça c'est sûr. Mais c'est le fait de t'en mettre beaucoup au mètre carré. Bah là, en fait, ce qu'il y avait ici, c'était on a semé un couvert, un engrais vert pendant l'hiver. Ah oui, voilà, du coup, après, on l'a broyé au printemps. On a mis notre bâche. Et après, on est venu, on a planté, en fait, là, sur la bâche de 5 mètres, il y a 2 rangs. D'accord. Et du coup, sur chaque rang, on a repiqué une patate douce tous les 50 cm. D'accord, ok.
Tous les 50, ouais. Ouais, Voilà. ouais. Et du coup, là, on a du coup implanté la culture mi-mai et là on n'a rien fait d'autre. On n'est même pas venu arroser, on n'a fait aucun traitement et voilà où en est la culture maintenant, où on est le Mi-septembre, ouais. mi-septembre. Après là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a il y a d'autres planches où on a eu des problèmes sur la patate douce parce qu'il y a des chevreuils qui nous ont mangé les feuilles. Ils adorent ça. C'est un des problèmes qu'on vient. Là-bas, on voit, il y a carrément. Ah oui, déjà, oui, ça, ici vous le voyez, je vais peut-être faire un À zoom. droite de la lavande, entre la lavande et la consoude, Est-ce c'est... qu'il veut faire un zoom? Il veut pas faire un zoom? Oh, pourquoi il veut pas? Enfin bon, j'irai tout à l'heure, on va passer là. Il y a des, il y a plus que les tiges, il n'y a plus de feuilles. Alors, on me disait que les limaces aiment bien ça, les escargots aussi, mais bon, voilà. Alors c'est vrai que toi, on en parlait tout à l'heure, hein, juste avant pendant qu'on buvait le café. Moi je te disais que comme j'ai de l'eau, et que j'ai un petit jardin, je peux me permettre d'arroser. Et c'est je te disais, c'est ce qui me faisait peur, moi, c'est de ne pas irriguer du tout. Toi, t'as passé le cap de ça, tu n'arroses vraiment rien du tout, quoi. Ouais, là, nous, en fait, vu qu'on n'a pas d'irrigation, on a essayé de cultiver sans... de voir, en fait, est-ce que c'est possible de cultiver ici en Dordogne sans irrigation. Et là, on voit pour pas mal de légumes, ça pose pas de problème. Toutefois, là, on commence à voir sur certains légumes... et ben que le fait de pas arroser, ça devient un facteur limitant et que pour faire des semis l'été, ben c'est pas possible si on n'a pas d'arrosage. Et là, l'objectif, c'est l'année prochaine de mettre sur certains jardins de l'irrigation pour optimiser en fait les systèmes. D'accord, ouais, parce qu'en même temps, pour ceux qui regardent la chaîne, ici on n'a pas été super bien gâtés parce que il a plu, je me rappelle, j'étais parti à Paris le 4 juillet, ma femme m'avait dit il tombait un gros orage. Alors, je rappelle qu'on est quand même ici à 35 km de mon jardin, de chez moi, et ce qui fait qu'en 35 km, c'est pareil, hein, tout peut changer. Hein. Il y en a qui ont peut-être vu de la pluie, d'autres qui n'en ont pas vu, mais nous on a vu de la pluie le 4 juillet, peut-être le 8 je crois, puis après un petit peu vers la fin août, mais c'est dire, faut le dire quand même, il n'est rien tombé, quoi. C'est ça qui est vraiment impressionnant dans la météo. Et quand on voit comment c'est vert, enfin comment c'est vert, on va dire la consoude est vivante, dire la lavande est vivante, tout est vivant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. Hein. On voit bien que bon, les pieds de tomates commencent à faire comme chez moi, d'ailleurs, dans mon jardin. Ça commence un petit peu à devenir marron, à sécher un petit peu, mais sinon, c'est quand même relativement vert pour pas avoir irrigué un gramme, quoi. Ouais, là on a eu à peu près 2-3 pluies et qui ont pendant tout l'été, ça a cumulé 25 mm. Ouais, voilà. Ouais. Donc vraiment cette année, on n'a pas eu beaucoup d'eau, quoi. Mais c'est intéressant de voir, si on va juste un peu plus loin, on va voir qu'il y a des plantes qui se portent bien et d'autres on sent qui ont besoin d'un peu plus d'eau, ouais, quoi. ça commence à devenir dur pour elles. Bon, on va bouger un petit peu, puis on reprend. Alors, vous voyez, hein, on peut voir que au bout de mon doigt, les chevreuils, hein, ils ont bien mangé. Alors là, on est là sur les tomates. On a de la green zebra, j'ai vu. On a tu me dis de la marmande, on a une énorme ici. Voilà, un gros engin. Et donc, pareil, pas d'irrigation pour les tomates. Qu'est-ce que ça donne en plus? On peut dire que le goût est meilleur quand il n'y a pas d'irrigation? Là, nous, ce qu'on peut voir, c'est que le fait de pas arroser, et évidemment, vu que là on n'est pas sous serre, donc il faut pas qu'il pleuve trop, mais s'il pleut pas, comme un été vraiment sec comme cette année, ben on a des tomates vraiment très sucrées, et ça joue sur le goût, mais aussi sur la conservation des tomates, quoi. C'est-à-dire que quand on les a ramassées, on peut les conserver bien une semaine sans les mettre au frigo. D'accord, ouais, parce que là c'est pareil, c'est un peu comme les patates douces qui sont juste à côté. Tu as 3 rangs là, de 50 mètres à peu près. Et puis, par contre, bon, tu vas pas serrer parce que tu as de la place du coup ou L'année dernière, on avait mis 4 rangs sur la même surface et c'était un peu étroit pour passer. Et du coup, là, on a élargi pour pouvoir passer avec la brouette si on le souhaitait. D'accord, ok, impec. Bah... On a un peu de place, alors on n'est pas vraiment à compter les... T'es pas comme dans mon jardin, tu as de la place, tu t'en profites. Ok, on a vu, attends, à côté il y a les aubergines, on voit bien. Alors tu m'as dit les aubergines, pareil, c'était semences. Ouais, ça c'est de la ronde violette de Florence. Ronde violette de Florence, ok. Bah, ouais, non, ça fait des... Moi qui ai eu
une malheureuse aubergine dans mon jardin. Hein, tu m'as dit en bas, ça c'était semence, en bas il y a du F1, mais bon, ça c'est pour faire des comparaisons. Bah, on n'avait jamais essayé de semences hybrides F1, et donc là, on voulait vraiment voir ce que ça donnait. Là, ce qu'on a observé, c'est que vraiment les F1, elles sont arrivées beaucoup plus tôt dans la saison. Ça a été très productif au début, mais maintenant tous les plants de F1, ils sont complètement grillés, et là, il n'y a plus que nos semences, plus que les plants d'aubergines faits avec nos graines. Qui tiennent la route là. Ah ouais, d'accord. Voilà l'observation de l'année, quoi. Elles donnent plus tôt, mais elles meurent plus tôt. Peut-être que parce que justement c'était dehors et elles ont manqué d'eau. Ouais, donc ça. Après, si c'était arrosé, je sais pas si elles auraient pas continué à produire. Ouais, ok. Allez, on continue un peu le tour. Et là, tu tomates, ouais, tomates au sol. Bah, comme j'ai fait ma petite zone, vous savez, dans mon jardin, pour essayer. Alors là, bon, la bâche, c'est nickel, on dirait de la moquette. C'est propre par terre. Bon, allez, on continue. Ouais, tout à l'heure, on était en haut, là-haut, hein, vous voyez. On était là-haut. Là, on est 50 mètres plus bas, voilà, avec les grosses feuilles de patates douces. Là, elles se plaisent bien, apparemment. Alors, Tu vois ce que je te disais par rapport aux arbres, c'est que tu vois, on aime planter des arbres, on se retrouve à cultiver finalement juste au pied des arbres. Alors que bon, c'est vrai que alors les noyers, ça peut être un peu spécial parce que tout à l'heure on a parlé de noyers, il a planté quelques centaines de noyers. Et c'est vrai que moi on m'a toujours dit, quand j'étais gamin ou même après, ouais, ça pousse jamais rien au pied des noyers. Toi, est-ce que tu voudras cultiver au pied des noyers plus tard dans ton terrain? Et qu'est-ce que tu penses que ça va faire, ou est-ce que tu as déjà une idée? On a bien envie d'essayer, le but c'est... Ouais, mais je sais pas trop. Là, c'est vraiment, ça va être le défi au fur et à mesure que les arbres vont grandir. Pour le moment, les arbres sont assez petits, donc il y a de la place pour cultiver entre les noyers. Mais au fur et à mesure que les arbres vont grandir, il va falloir voir s'il y a suffisamment de lumière qui arrive dessous, et est-ce que les composés un peu entre guillemets toxiques que sécrète le noyer, comme la juglone, sont problématiques pour telle ou telle culture, et c'est ce qu'il va falloir trouver des plantes qu'on puisse cultiver sous les noyers. Alors voilà, vous voyez que le broyat, hein, assez grossier, et apparemment, toi tu fais venir ça d'une scierie qui est... Alors il y a plusieurs produits. Ça c'est un élagueur paysagiste qui m'a apporté ça. Il a fait un chantier chez un voisin, du coup il a broyé et il nous a apporté ça directement. Okay. Après là, on a ça, c'est du broyat de déchets verts. Donc en fait, c'est les déchets verts de tous les habitants d'une commune ou d'une communauté de communes. Là, tous ces déchets verts vont sur une plateforme et c'est broyé. Et une fois que c'est broyé, en tant qu'agriculteur, on peut récupérer gratuitement ce produit-là. D'accord, ça fait une économie. Puis bon, c'est de l'or en barre, hein, pratiquement. Absolument, faut juste gérer le transport qui est à nos frais, et puis voilà. Ouais, et après ça c'est un autre produit, ça c'est ils appellent ça des balayures de scierie. Donc là on a en fait de l'écorce de pin avec de la sciure de pin. Bien. Et donc ça c'est encore un autre produit avec lequel on peut pailler. On dit toujours les résineux, les conifères, tout ça, faut pas en mettre. Apparemment, bon, on peut mélanger un petit pourcentage quand même. Bah, nous là où on est allé voir les tomates tout à l'heure, là où on a vu les tomates, l'année passée on a mis 10 cm au pied des tomates d'écorce de pin. D'accord. Et cette année on en a remis 20 cm. Moi ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas mélanger ce type de produit dans le sol. Mais si on le pose sur le sol, en tous les cas, peut-être qu'à certains endroits ça va pas marcher, mais en tous les cas, chez nous, ça pose pas de problème. Alors, c'est la trouille aussi que j'ai un peu dans mon jardin. Depuis le temps que je mets de la paille, j'ai aucune envie, moi, ça me fait peur aussi, c'est de l'incorporer dans le sol, parce que toujours peur d'une fin d'azote, un truc comme ça. Et en plus, je sais que c'est pas super bien d'incorporer. Bon, Claude Bourguignon le dit très bien, mais après il y a des gens qui disent ah, mais c'est pareil parce qu'on peut mettre du bois pourri dans le sol pour faire des buts en permaculture, machin. Moi, je suis un peu comme Claude Bourguignon, je suis pas persuadé qu'enfouir de la matière dans le sol, ça soit bien. Après, je pense que tout est discutable. Mais toi, dans tous les cas, tu poses. Voilà. Ouais, nous on a essayé de faire au plus simple, et au plus simple c'est on pose, et comme ça marche. Et en plus là je sais que si je mélange ça à mon sol, je vais créer une fin d'azote
incroyable pendant Ouais, 1 voilà. ou 2 ans, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Donc j'ai besoin de faire pousser des Voilà. légumes, du coup on le met par-dessus et ça marche très bien comme Si tu ça. veux avoir une production, vaut mieux quand même. Ok, allez, on continue. À droite ici, là, vous avez toute la rangée, c'est du F1, alors qu'il y a même qui a beaucoup donné, qui est de ce qu'il me dit, mais alors par contre maintenant on revient, hein. Là il est raide, hein. Les pieds ils sont raides. Hein. Là par un là, les autres sont toute la tête en bas. En fin de durant, c'est un peu mieux. Et à gauche, voilà, on voit que bah, ça se porte plutôt pas mal. Et là c'est de la semence de la ferme, voilà. Donc on voit bien quand même la différence. Hein. Par contre, il rappelle quand même, Benoît, que ça a quand même donné beaucoup. Hein. Attention, hein, ils sont cramés maintenant ou ils sont en fin de vie, mais en même temps ils ont beaucoup donné. Donc, mais par contre, bon, ils sont cramés avant les autres. Avant cela. Ok. Alors là, même itinéraire qu'en haut, sauf que là, du coup, sur les patates douces, il n'y a pas de bâche. Voilà, on a repiqué directement les patates douces dans le broyat. Ouais, tu as choisi directement de les mettre. Et c'est pour faire aussi un test, pour voir si il y a plus de résultats dans le broyat sans bâche, avec bâche. Ou, enfin, il y a comment, une finalité derrière tout ça. Oh, la finalité, c'est de produire des patates douces. Après, Ouais, voilà. si ça marche bien, on peut tirer quelques conclusions, quoi. Mais non, mais là, c'est assez satisfaisant. Pareil, hein, chaque fois, c'est quand je suis venu au mois de mars, c'est toujours. Ah, évidemment, hein, j'avais jamais trop foutu les pieds dans une ferme comme ça. Mais quand on voit des bâches de 5 mètres de large sur 50 mètres de long, automatiquement, ça interpelle. Enfin, moi, moi ça m'a interpellé. Plus la quantité de broyat, parce que là, sous les patates douces, là, il y a peut-être 10 ou 15 cm. À chaque fois, c'est impressionnant, les quantités, puis la longueur, parce que, évidemment, dans un terrain de 200 mètres carrés, ben, on peut pas faire des. Moi, je suis pas habitué à des grandes longueurs comme ça. Et là, d'un coup, poum, on se retrouve avec des 50 mètres. C'est énorme. Voilà. Après, les arbres. Là, il y a des pêchers, c'est quoi des Ouais, pêchers? un pêcher, un cerisier, un pêcher, Ouais. pêcher, prunier, Ouais, prunier, cognacier, d'accord. kaki, Et pommier, pommier. ça y est, ça donne de façon pareil. Tu peux distribuer des fruits en amas. Ouais, ben cette année, on a commencé à avoir des fruits. Là, on a eu beaucoup de prunes. Donc on en a vendu pareil à la map, au marché, un petit peu, ouais. Et puis là, on continue à avoir des pommes Ok. et puis des pastèques. Ok. Voilà. Aussi quelques topinambours de je sais pas combien, 3,50 m on va dire. T'en as une rangée complète là. Ouais, là il y a 100 mètres de topinambour. 100 mètres. Ah oui, carrément. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oui. Donc là, c'est une variété qui est pas trop biscornue normalement, et du coup, l'idée c'est de pouvoir peut-être fournir les collectivités avec les topinambours. C'est vrai que en plus c'était un légume qui était un peu après-guerre, qui était vraiment laissé pour compte, et puis maintenant ça revient comme beaucoup de choses, hein, comme la mode, ça revient. Une petite allée de pastèques. Ah bah là on a déjà ramassé plusieurs fois, hein. Donc là plusieurs fois. Là c'est les dernières, mais elles sont bien, hein, une pastèque comme ça. Après faut pas trop que ce soit trop gros, sinon c'est pas évident à vendre, mais là on a quelque chose qui fait 4,5 kg là. Et en plus, c'est un beau petit bébé quoi. C'est très lourd ça. Après ce qui est important, c'est ce qui est bien avec cette méthode là, où on n'arrose pas justement, c'est que là on a des pastèques sucrées, et là pour le coup c'est pas mal quoi. C'est sûr que je pense que pourtant c'est que de l'eau normalement, alors je sais pas où ils vont le chercher, mais t'as pas abusé, t'as planté, tu m'as dit tous les mètres. Ouais, tous les mètres on met un plein. C'est quand même honnête. Après, un pied ça produit quoi, 2-3 pastèques? 8 kilos de pastèques peut-être, entre une brosse ou deux. Ouais. Voilà, ah ouais, donc à peu près, ouais, un peu moins que les courses peut-être là en ce moment-là, ouais, mais bon, à peine. Mais bon, c'est une belle plantation quand même. Ça fait... Il y en a. Ok. La bâche toute neuve, toute propre là, alors c'est pour une éventuelle future... Non, ouais, je pense qu'on va désherber. Là on est en train de désherber, on va venir planter sous la bâche peut-être des oignons sans doute pour les oignons de l'année prochaine. Ah ok, tu plantes tout, oignons, ail, échalote en octobre? On va en faire une partie fin d'automne, début d'hiver, et puis on en fera une partie au printemps quoi. Ah ok. Mais au niveau de l'oignon, ça permet de répartir les risques d'en faire de l'eau. Ok. Alors, on est redescendu sous la ferme, hein, sur la parcelle du bas. Là, en même temps, il y a 13 hectares, donc il y a le temps de voir venir. Et là, on a les... Alors là, je vais les faire ou pas les... Ah si, voilà.
Je suis en train de faire le zoom, mais je sais pas, la chayotte. Là on en voit des belles en Ouais, bas. là il y en a. Il y en a des belles. Voilà. Ça c'est. Normalement ça produit un max. Après, il y a des acheteurs de ça. Des acheteurs, des clients. Ouais. Après c'est vrai que c'est pas forcément un légume très connu, C'est ça, ouais. mais dans les paniers, D'accord. ça va. Après puis les gens qui goûtent, après ils trouvent ça bon en principe. Hein. Ouais, après on voit. Les orties, les rois du jardin. Et à côté, la chayotte là, qui monte, et on la voit, elle sort, elle sort. Elle est là-bas. Elle a profité du. C'est quoi, non, c'est pas, non, c'est un châtaignier. Un châtaignier. Ouais, châtaignier. Et du coup, on voit qu'il s'en est servi. Ça peut monter sur le tuteur, et puis après, ça fout le camp, en haut de la branche là-bas. Alors là, on est sous un dôme géodésique, si mes souvenirs sont bons. Et donc, toi, tu veux en faire quoi? Alors là, nous, on avait besoin d'un endroit où il puisse faire chaud pour faire des beaux plans pour notre activité maraîchère. Et donc là, on a décidé de faire une serre bioclimatique. Et du coup, pour arriver à avoir des bonnes températures assez stables toute l'année, il nous a paru important de mettre un gros volume d'eau pour avoir une masse thermique qui fasse une sorte de régulateur de température. Donc là, on a construit du coup un grand bassin dans la serre. Et là, l'idée, c'est de dire, puisqu'on a un bassin avec de l'eau, on va y mettre des poissons. Donc là, on a des poissons, mais qui sont encore tout petits. Il y en a quelques-uns dans le grand bassin et quelques-uns dans les bacs là. Et donc là, l'idée, c'est après, du coup, puisqu'on a de l'eau, des poissons, on va utiliser des plantes pour épurer l'eau des poissons. Et ces plantes vont pousser avec les déjections des poissons. Et ça s'appelle de l'aquaponie. Donc là, on a 3 bacs d'aquaponie où finalement, ça fonctionne par... on a une pompe dans le bassin qui remonte l'eau un peu plus haut. Ah oui, d'accord. Et après, par gravité? Voilà, par gravité, ça distribue sur les 3 bacs. Et là, en fait, les bacs, ils se remplissent. Et quand ils ont atteint quand ils sont pleins, il y a un système de siphon-cloche qui fait que le bac va se vider plus rapidement que ce qui se remplit. Et donc, comme ça, on a une alternance entre de l'eau et de l'air dans le substrat. Et là, on a essayé avec de la pouzzolane et là, avec du charbon de bois. Pareil, tu ferais un petit test pour voir quel est le mieux des deux. Ouais, et là on voit qu'avec le problème du charbon, c'est que vu qu'il est léger, il a tendance à flotter. Et du coup, les bacs, ils s'enfoncent à chaque fois. Donc à chaque fois, il s'est obligé de Ah d'accord. Okay. Il y a quelques petits trucs à fignoler, mais là on voit que sur les salades, ça marche assez bien, quoi. C'est vrai que tout ce qui est choux, salade, betterave, on peut faire nos plants et après on repique les plants. Voilà, après donc, voilà, comme ça c'est plus facile. Les épinards pareil, les blettes pareil. Il y a les tomates spontanées qui a poussé. Mais bon, c'est énorme, hein. Ça fait quoi, 5-6 mètres de haut, ça? Ouais, c'est ça. Et 10 mètres, non, 12 mètres de diamètre. C'est ça. Oh, vache. Donc là, on est à 120 mètres carrés dans la serre. Et donc, tu ouvres les quelques je sais pas comment ça s'appelle, des auvents. Non, pas des auvents, comment ça s'appelle les fenêtres, là. Ouais, les fenêtres, voilà. Ouais, elles s'ouvrent de manière automatique. Ah, c'est carrément automatique, ouais. Ok. Parce qu'en fait, il y a un liquide dans le vérin, qui quand il fait chaud, il s'expanse et donc ça s'ouvre. Okay. Dès qu'il fait chaud, ça s'ouvre et dès qu'il fait froid, ça se ferme. C'est toute la masse d'eau qui devient chaude, mais à un moment donné, l'hiver, quand même, ça refroidit, mais ça refroidit bien plus lentement que si c'était autre chose, quoi. C'est ça. Le truc. Ouais, mais là, nous, ce qu'on a pour projet, c'est d'amener de la matière organique juste en contrebas du dôme, et du coup de récupérer la chaleur de la fermentation de la matière organique via un serpentin, et du coup de chauffer l'eau de notre bassin comme ça. Okay. Donc voilà, hein. Ici de l'eau, des poissons, ils font leurs besoins, c'est filtré, ça vient ici, ça donne à manger aux plantes, aux petits plants jeunes, et qui repartent au jardin après. Voilà, c'est tout un système, cercle vertueux. Ok, allez, on ressort parce qu'il fait 40 000 degrés. Alors, quand on arrive aussi à la ferme, il y a un truc qui est assez
qui est assez visible, c'est ce genre d'installation. Alors Benoît, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est surtout? Voilà. Alors là, on a essayé d'être assez autonome sur notre consommation d'énergie, en tous les cas au maximum sur la maison. Donc la maison est chauffée l'hiver principalement avec une cuisinière à bois. Ok. Et donc là, en source d'appoint, on a les tubes là, qui nous permettent de chauffer notre eau sanitaire. Ok, d'accord. Et là, contre la façade, on a construit ce qu'on appelle nous des panneaux chauffe-air. Okay. Qui permettent en fait de chauffer de l'air sec en fait. Dès qu'il y a du soleil, les rayons du soleil passent la vitre, tape sur l'ardoise, ça réchauffe le volume d'air entre l'ardoise et la vitre. Ouais. Dès qu'il y a du soleil, le petit panneau photovoltaïque fait tourner le ventilo et du coup l'air chaud est pulsé de manière autonome dans cette partie de la maison. Et cette partie de la maison, c'est là où on a les salles de bain. Et donc on a les salles de bain et une chambre qui était loin vraiment de la source de chaleur de la cuisinière. Donc au niveau de la chambre, au lieu d'avoir 14 degrés l'hiver, on a 16 degrés. Donc on a un petit gain. Mais tout ça gratuitement déjà, et de manière autonome. Et après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a quasiment plus de problèmes de moisissure dans les salles de bain. D'accord. Et donc après, j'ai vu que, nous cet hiver, quand on a fait le stage, on était dans la pièce là-bas. Et là-bas, tu as un gros, tu t'es fait, toi, parce que tu m'avais dit que tu avais fait aussi un stage pour faire ton poêle de masse. Ouais, on a construit un poêle de masse. Ça c'est impressionnant. Moi, je commence à chauffer. C'est incroyable. Je pense que j'aurais la place dans une maison qui m'appartiendrait, ce qui n'est pas le cas. Je pense que je ferais ça parce que ça m'a toujours... c'est le deuxième que je vois. En plus, c'est le deuxième que je vois, mais c'est le premier que je vois qui fonctionnait cet hiver quand on est venu et ça fonctionnait. C'est incroyable comment ça chauffe. Ça diffuse une chaleur douce. Bon, c'est énorme, attention, ça prend un peu de place. Il faut pas avoir 12 mètres carrés, il ne faut pas le faire dans un studio. Voilà, là on est rentré. Alors là, c'était... tiens, le programme. Un rappel de stage du mois de mars. Alors vous voyez, je sais pas, j'ai vu comment ça marchait, mais à construire apparemment faut être qualifié parce que c'est vraiment, il y a un bon système, il y a un gros système à comprendre. Mais bon, voilà, ça prend de là attendez, je vais essayer de trouver la fin. Tu veux qu'on allume pour le voir un peu mieux? Apparemment, regarde. Ah ouais, c'est très bien. Ça va ça fait de là à là, voilà. À là, ça doit faire quelque chose comme 4,55 mètres. Ici, quand on s'assoit, il y a une chose, parce que je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça la banquette là. L'évacuation de la chaleur, de la cheminée, ça va par là aussi. Ouais, c'est ça. En fait, là, on a le foyer. Donc là, en fait, ce qui est vraiment compliqué dans les constructions de poêles de masse, c'est la fabrication du foyer. Donc là, nous, on n'a pas pris ce risque-là. On a acheté un foyer Brunner. Okay. Donc le foyer, il a un super rendement. Ça sort d'usine. Du coup, on a mis le foyer ici. Et là, en fait, ce qui se passe par rapport à notre type de poêle, c'est que là, quand on brûle du bois, au lieu que les fumées partent directement dans le toit, du moins par le toit, oui. Par le toit, en direct, voilà. En direct dans l'atmosphère, et ben là, on va faire passer les fumées vont faire ce trajet-là, ça va redescendre, ça va passer dessous, ça va jusqu'en bas, ça va remonter après, et ça revient par là. Et après ça s'extrait dehors. Et du coup, la différence, c'est que là, au lieu d'extraire des fumées à 800 degrés ou 600-800 degrés dans l'atmosphère, ben là, on va récupérer toutes ces calories et on va éjecter les fumées à 100-150 degrés. Et après, ici, la construction, c'est de mettre une argile, quelque chose, du réfractaire, quoi. Ben là, on a coulé des briques en béton réfractaire et du coup, c'est ce qui va accumuler beaucoup de chaleur. Et donc en fait, il y a comme deux pots. En fait, il y a un canal qui va tenir les fumées qui est en béton réfractaire. Ouais. Et après, on va avoir un espace d'air. Okay. Et après, on a encore 4 cm de briques qu'on a rempli de sable avec un enduit. Et c'est ça qui fait la finition. Voilà. Et donc, tous ces matériaux sont des matériaux qui peuvent accumuler beaucoup de calories. Et donc, en fait, le but, c'est de faire chauffer pendant quelques heures le poêle et que toute la masse se charge de calories. Ouais. Et après, c'est la masse qui va envoyer des infrarouges pendant 24 heures.
heures. Voilà. Le soir t'allumais, le matin on arrivait, il restait encore 2-3 braises, mais quand on s'approchait, on mettait la main, enfin, on sentait une chaleur résiduelle, enfin, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est vraiment plaisant comme. Après, attention, hein, franchement, ça prend de la place. Hein. C'est 5 mètres par 2 ou 5 mètres par 1 et quelques, parce que la grange, elle doit faire, je sais pas, 15 mètres de long, 10 mètres, pas loin de 10 mètres de large, et ça doit faire déjà 150 mètres carrés au sol, et il y a un étage. L'hiver, on était là, on n'avait pas froid, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, en plus, on était bien accueillis. On avait, vous voyez, le matin, on déjeunait, pas de limite, hein, voilà. On était bien accueillis. Ici, on meurt pas de faim, on rigole, et par contre, quand il faut bosser, ça bosse apparemment, vous voyez, hein, les résultats dans les champs, ça rigole pas. Hein. Ben, écoute, merci de ton accueil, de nous avoir consacré du temps, de nous avoir expliqué tout ce que tu fais, et du coup, moi qui essaye de copier un petit peu ma petite échelle, dans mon petit jardin de 200 mètres carrés, le principe du sol vivant. Je remercie Carmen et Benoît pour leur accueil. Salut Merci Benoît. William. Allez, à la prochaine. Moi, je reviens dans tous les cas, ça c'est sûr. Peut-être pas pour t'embêter, pour te faire des vidéos tout le temps, mais pour comme ça, pour voir ce qui se passe dans ta ferme. Salut Benoît.